Merci beaucoup d'être si nombreux présents pour cet événement. Donc voilà, en ce qui me concerne, moi je viens du monde de la recherche dans les hautes technologies, mais ma priorité, ça a toujours été d'essayer de trouver des technologies qui soient utiles aux gens. Parce qu'on peut faire plein de choses avec la technologie, c'est incroyable. Mais est-ce que ça sert vraiment à ceux qui en ont le plus besoin? C'est vraiment une question qui est une de fils conducteurs de mes recherches. À un moment donné, j'ai travaillé sur la question des prothèses bioniques. Les prothèses bioniques, ce sont des prothèses de mains ou de bras ou de jambes qui sont robotisées. Et ces prothèses sont extrêmement coûteuses. Donc la question du remboursement notamment a incité à faire une étude en France là-dessus. C'est ce que je vais utiliser comme sujet pratique pour vous parler un petit peu de la différence entre la théorie et la pratique. Parce que si on reprend, je pense à Montesquieu, entre la distinction entre les lois et l'esprit des lois, je vais essayer de vous parler de l'esprit des lois, de l'esprit de l'inclusivité. Parce que si on prend l'inclusivité comme un défi, on peut déjà dire que je ne suis pas là pour compter les points du Luxembourg, des autres pays les uns par rapport aux autres. Ça peut être fait, mais je trouve que déjà il y a énormément d'efforts qui sont faits dans le pays, ici. Donc au niveau des règlements, au niveau de la loi, au niveau du travail législatif et politique. Donc ça, c'est très positif. Donc voilà, j'ai mis quelques lois là qui parlent de l'inclusivité. Mais l'inclusivité, en fait, c'est complexe. C'est complexe et c'est multidimensionnel. Multidimensionnel, c'est parce que, un petit peu comme en intelligence artificielle, il y a des choses très complexes au niveau des dimensions. Ben là aussi, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'informatique, c'est du social, sociétal, des relations humaines, mais c'est complexe. Pourquoi? Parce que l'inclusivité, à la base, c'est de faire que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse être... Oh, je suis un petit peu trop loin des micros. Tout le monde puisse être, impliqué dans la société, impliqué dans l'entreprise, impliqué dans la vie publique. Mais bien sûr, on est tous différents. Tous différents, donc il y a des différences qui sont évidentes, des différences hommes-femmes, des différences qu'on peut trouver. Donc l'inclusivité, c'est d'aller au-delà, au-delà de la religion, de l'origine ethnique, de l'origine sociale, plein de choses. Mais il y a aussi la question du handicap. Et là, quand on pense handicap, on peut penser fauteuil roulant. Mais il y a aussi des handicaps qui sont invisibles. Et il y a aussi des handicaps qui sont, on va dire, honteux. Des gens qui ne montrent pas leur handicap. Finalement, entre les statistiques officielles du nombre de personnes souffrant de handicap et le nombre réel de gens qui ont un handicap, il y a une différence, il y a un gap. Et toute cette question-là, c'est la question aussi d'une gêne, d'une honte, du regard de l'autre. Et en fait, la réflexion, donc au-delà de ce qu'on va vouloir faire en loi et ensuite appliquer, c'est qu'il faut avoir dans l'esprit de la loi, réfléchir à aller au-delà, pour réfléchir comment inclure un maximum de monde, puisque plus on inclura du monde, comme ça a été dit précédemment, plus on a une dynamique positive pour l'emploi, pour la vie de tous les jours, même pour la qualité de vie des gens qui nous entourent, et finalement pour nous-mêmes. Donc, ceci étant dit, mon expérience personnelle, donc, ça a été dans le cadre d'une recherche de 2 ans au CNRS en France. C'était une recherche qui était avec l'association ACDA, et on travaillait sur la vie des enfants qui sont atteints d'agénésie. On a aussi redéfini le terme de ce qu'était l'agénésie, qui s'appelait avant une malformation congénitale. En France, c'est environ 300 à 400 enfants qui naissent par an avec un bras, ou une main en moins, ou une jambe, ou un pied en moins. Quelque chose d'assez fort au niveau du schéma corporel, puisqu'il manque un morceau. Et la question a été d'analyser un petit peu comment ils vivaient, et comment aussi les familles vivaient, et puis comment la société, en fait, allait gérer tout ça. Et dans ma recherche, j'ai vu, en fait, déjà plein de choses que je vais pouvoir un petit peu présenter. Une première chose, c'est que ces enfants-là, j'ai remarqué que c'était souvent des battants, des meneurs. Ok, ils avaient un membre en moins, mais c'était des gens qui étaient dans leur activité, dans la banque, dans, par exemple, l'édition, dans la musique, dans les sports et aussi dans le commerce. C'était des winners, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas non plus calquer en disant « tu n'as pas de bras, donc tu seras un winner ». Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut déconnecter la réussite sociale, la réussite financière, du corps normal. Parce que finalement, quand on réfléchit à ce qui est être normal, c'est compliqué. Nous tous, on est tous des êtres humains, tous des homo sapiens. On a tous à peu près le même code génétique, en gros. Mais on a tous des différences. Et finalement, où est le handicap? Où est l'atout? Ce n'est pas évident, ça dépend de plein de contextes différents. Et ce que j'ai pu voir, c'est que, par exemple, bon, là je n'ai pas mis des photos pour ne pas prendre la photo de quelqu'un qui avait vraiment témoigné, mais un des personnes que j'ai interviewées a été aux Jeux paralympiques médaille de bronze en escrime, Ludwig Lemoine.
Et alors, voilà, on a des cas de figure où déjà on rassure les parents. Parce que la question, donc ça, c'est juste tiré d'une brochure qu'on a mis dans les hôpitaux français. Parce que finalement, et c'est là où je veux en venir, c'est que par-delà les différents cas, ce que je me suis rendu compte, c'est que tous les agénésiques ne voulaient pas une main robotique extrêmement coûteuse. Certains, oui. D'autres préféraient simplement qu'on les accepte sans main. Qu'on les accepte de les voir sans mognon, enfin avec un mognon, c'est-à-dire un bras qui n'est pas normal, avec quelque chose de différent au lieu d'une main. Et que simplement ça, c'était parfois, ils portaient une prothèse pour qu'on ne voit pas que leur poignet est différent. Et donc c'est ce regard de l'autre que je me suis rendu compte qui était le fil conducteur. Ok, c'était des winners, mais tous avaient eu des questions extrêmement aiguës à poser sur le regard de l'autre. Et finalement, si on réfléchit bien, c'est en cascade. Le regard que l'on a, nous, c'est ce qui va ensuite arriver dans la loi. La loi, le regard, c'est-à-dire que si on a des lois les plus parfaites possibles, si le regard à la base ne change pas, mais je ne suis pas en train de critiquer Luxembourg, parce que c'est valable pour la population humaine en général sur la Terre, on a tous nos spécificités. Mais en fait, c'est notre regard qui doit être hyper ouvert pour comprendre un petit peu les besoins de l'autre. Et en ces cas-là, on arrive à des situations où, par exemple, parfois on veut bien faire, j'ai déjà eu ces contextes-là. Par exemple, un enfant qui a un enfant de 6 ans, par exemple, qui va jouer et qui n'a qu'une seule main. Okay. Et il joue dans un parc. Si quelqu'un arrive vers la maman en disant « Oh, bah là, le pauvre, il n'a qu'une main, mais il arrive à jouer quand même, c'est déjà bien. » Cette vision condescendante est extrêmement blessante. Ce n'est pas dans la loi, c'est simplement dans l'esprit du comportement. Heureusement, ces choses changent. Je le vois avec les Jeux paralympiques, par exemple, français, cette année, c'était quand même déjà quelque chose de très positif. Je l'ai vu les choses changent en bien. Et ce regard en changeant, en fait, va se transférer ensuite dans l'application qu'on a. Parce que souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que les personnes qui sont en état de handicap ne demandent pas forcément la lune, ne demandent pas la perfection. Alors, je pourrais parler quand même des transports en fauteuil roulant, l'accessibilité des fauteuils roulants qui puissent passer à travers les portes, ou dans les transports en commun, c'est quand même vraiment la base. Mais par contre, ces gens en fauteuil roulant n'ont pas forcément envie de pouvoir aller en haut du château de Vianden par un ascenseur qui leur a été spécialement fabriqué pour transformer le château pour eux. Il y a de la jugeote aussi. Mais c'est dans le regard que l'on porte sur eux. C'est ça le plus important, je pense. Et ce regard, s'ils sentent que la société est bienveillante à leur égard, c'est-à-dire la société, donc la législation, donc les entreprises, ça crée quelque chose d'extrêmement positif. Et pour cela, concrètement, pragmatiquement, il faut écouter les besoins des personnes. Parfois, comme je vous l'ai dit, certains handicaps, on va dire honteux, qui prennent souvent leur origine familiale. Je peux juste donner, j'ai le temps pour donner juste un petit exemple. Dans le cadre de la génésie, plein de récits de famille. Donc je travaille aussi avec des psychologues, parce qu'il y avait toute une composante psychologue familiale. Un exemple. On se rend compte lors de l'échographie que l'enfant n'a pas de jambes. Il a un tronc, tout est mais pas de jambes. Et donc les parents, parfois dans ces moments-là, c'est un moment de crise. Et un père déclare, alors donc si je comprends bien, il n'a pas de jambes, mais mis à part tout le reste, ça va. Rien qu'en ayant cet état d'esprit-là, c'est déjà un état d'esprit positif. C'est un état d'esprit, en fait, l'enfant, ok, il n'a pas de jambes, mais tout le reste, ça va. C'est quelque chose de positif, et on le voit, en fait, l'évolution de cet enfant a été très positive. On voit maintenant des gens qui gagnent des compétitions parce qu'ils ont des prothèses. D'autant plus que la technologie, le bon côté de la technologie, amène à des prothèses de plus en plus légères, efficaces. Donc, il faut aller de l'avant. À l'inverse, j'ai un récit d'une maman. En fait, le papa est parti. En fait, il a disparu de la circulation quand il a vu que sa petite fille lui manquait une main. Et quand on voit la petite fille grandir, enfin, on se dit, mais c'est absurde, mais voilà, c'est négatif. Voilà, on voit que le côté négatif, on voit que le côté anormal, pas bien. Mais je vous dis, on est tous anormaux, ou tous normaux. C'est très, très complexe de définir ce qu'est la normalité. Donc, aller à l'écoute des besoins des gens, c'est simplement d'être ouvert. Certaines personnes sont comme des huîtres et ne diront jamais rien. Bon, on laisse tomber. Mais il y a des gens qui, si on amène les choses de manière correcte, ils vont expliquer leurs besoins. Et on va peut-être comprendre des choses, des subtilités, comme par exemple le fait que trop d'intensité lumineuse d'un écran puisse nuire à quelqu'un qui est photosensible des rétines, ou que les polluants chimiques qui ne nous dérangent pas nous puissent déranger énormément quelqu'un d'autre. Parce que justement, ce qui est difficile avec l'inclusivité, c'est la difficulté de se mettre à la place de l'autre. Parce qu'il y a des choses qui sont évidentes. Quand il fait nuit, il fait nuit. Quand il fait jour, il fait jour. Mais il y a des choses qui ne sont pas évidentes, parce qu'on n'est pas dans leur situation. Et donc, il faut écouter un petit peu
notamment dans le cadre des handicaps invisibles, écouter un petit peu, non pas les revendications, ça ne serait pas un bon mot, les attentes. Donc, cette